c'était ça, la projection vers l'avenir, a besoin du passé, mais n'est jamais le prolongement pur et simple du passé. En fait, si on utilise le passé jusqu'au présent, c'est ce que la dinde fait, eh bien, elle n'a absolument pas la notion de ce qui va lui arriver. Parce qu'elle considère que l'aboutissement du passé, c'est son présent. Et son présent, le 23 décembre, n'est absolument pas encore ce qui va l'attendre le lendemain. Pour bien comprendre comment s'articulent les trois temporalités qui font en fait notre vie, nous sommes tous à la fois issus d'un passé, nous vivons tous un présent, et nous sommes tous en train de nous engouffrer dans l'avenir. Or, les sociétés humaines, et ça c'est un constat historique tout à fait établi, les sociétés humaines ont successivement basé la maîtrise de leur existence sur soit le passé, soit le futur, soit le présent. Et j'ai dit tout à l'heure qu'avec l'accélération qui vous conduit à cette espèce de précipitation réactive qui est liée à l'innovation pure, à cette espèce de succession de plus en plus rapide de performances, d'adaptation aux défis du présent, eh bien, l'époque que nous vivons est singulièrement privée de passé et de futur. Et c'est là que, pour trouver le sens de ce qui nous attend, donc avoir un projet, il faut aussi retrouver le passé. Et pas le passé comme simplement un confort qui nous permet de nous satisfaire du présent. Le passé, dans sa distance par rapport au présent que nous vivons, peut devenir une véritable provocation et peut conduire à l'invention de ce qui n'a jamais existé. C'était ça, la Renaissance. Le terme même de Renaissance signifie à une deuxième naissance à partir de ce qui a été la première, et c'est le passé. C'est comme ça que la Renaissance italienne a fonctionné. C'est le passé qui, par la distance qu'il entretient avec le présent étant une sorte d'essoufflement du passé, eh bien, permet de bondir au-delà du présent et de se projeter dans l'avenir. Alors, dans les sociétés humaines, je vais essayer de faire ça très vite. Pendant des millénaires, on a misé sur le passé et exclusivement sur le passé. La nouveauté était crainte, elle était considérée comme une menace. C'est la parole de l'Ecclésiaste qui dit « Ce qui a été sera, rien de nouveau sous le soleil ». Ces sociétés anciennes mobilisent ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire des mythes d'origine, des récits fondateurs, tout ce que les sages d'ailleurs, souvent dans une tradition orale, se transmettent, pour conforter les gens dans leur présent en les protégeant contre le futur. Les événements qui arrivent sont interprétés à la lumière de ce qui a déjà eu lieu. Ce qui suppose une sorte de cycle dans lequel ce qui arrive est au fond le retour de ce qui a déjà été. Cette vision cyclique du temps s'appuie sur l'évidence, dans ces sociétés primitives, des mouvements du ciel, puisque le ciel semble tourner autour de la Terre, tout semble régulièrement revenir, et donc les affaires humaines devaient être à l'image de ce que l'univers proposait comme évidence. Eh bien, la question absolument fondamentale qu'il faut se poser, c'est à quel moment on a quitté cet univers traditionnel, dans lequel c'est encore une fois le passé qui donne la clé de tout ce qui arrive. Eh bien, ça s'est produit en Europe et exclusivement en Europe, ce qui nous permet d'ailleurs de réfléchir au rapport que nous entretenons avec des civilisations autres que européennes. Ça s'est passé en Europe au XVe siècle, à la faveur de trois événements dont on ne mesure plus aujourd'hui la puissance de déflagration. Le premier événement, je suis gêné par le bruit que fait ce truc. Est-ce que ça vous gêne aussi? Parce que j'ai un retour de son qui fait que j'entends ma propre voix deux fois. Enfin, peut-être je dois le mettre plus loin de la bouche. Voilà. Et donc,
Le premier événement, c'est Copernic qui déloge la Terre du centre du système astronomique. Du coup, les mouvements des étoiles, notamment des planètes, paraissent complètement errants, incohérents. Il n'y a aucun principe de retour, de régulation, et il a fallu des calculs extraordinaires, Kepler en est un des représentants, pour y mettre un peu d'ordre. Donc il y a une sorte de débranlement des certitudes qui concernent l'éternel retour des mêmes choses, puisque maintenant l'univers ne tourne plus autour de la Terre. Deuxième événement, c'est ce que Thierry a tout à l'heure évoqué, c'est évidemment la découverte de nouveaux continents. Puisque la map monde s'étend, et elle pourrait d'ailleurs, il n'y a aucune raison, s'étendre encore plus. Et l'incertitude, c'est ça, la nécessité de refaire constamment les cartes géographiques. Cette incertitude fait évidemment partie de l'ébranlement de la confiance dans le cours des choses. Et le troisième événement, c'est l'invention de l'imprimerie. Tout ça est contemporain, parce que les textes sacrés qui étaient réservés uniquement grâce à la rareté des textes qu'il fallait recopier à la main, étaient réservés à ceux qui avaient accès aux archives. Or, les archives, le mot archive vient du mot grec qui désigne l'endroit où siègent les magistrats, l'archéon. Et donc, les archives sont par définition secrètes, parce que le pouvoir s'appuie sur les archives pour légitimer ses décisions. Eh bien, grâce à l'imprimerie, les archives s'ouvrent et un nombre de plus en plus grand de gens peut examiner les textes et se demander si ce qu'on leur dit au sujet de cette tradition ancrée dans les textes est vrai. Les humanistes s'appellent humanistes parce qu'ils considèrent qu'il n'y a là que des traditions humaines et qu'il s'agit de les examiner de manière critique. Troisième ébranlement, Copernic le premier, les explorateurs Christophe Colomb le second, et puis la multiplication des textes auxquels on peut avoir recours pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Quelle est la réaction à cet ébranlement? Eh bien, elle arrive en 1516, j'y ai fait allusion tout à l'heure, avec la première utopie. C'est-à-dire, jusque-là, l'humanité avait ancré son destin dans le passé, considérant que dans le passé, il y avait toutes les clés pour saisir à quoi on avait affaire. Désormais, on va ancrer la certitude de l'existence dans le futur. L'utopie, c'est un terme de l'aventure humaine, à partir duquel tous les événements nouveaux peuvent être analysés comme étant soit des avancées, soit des reculs. Alors, jusqu'à la dernière utopie, l'utopie marxiste, on est obligé d'apprécier les événements en termes d'avancée et de recul. Pas de retour du même. Maintenant, on admet qu'il y a du nouveau. Alors, jusqu'au secrétaire général de la CGT, le discours moderne est un discours utopique en ce sens qu'il caractérise les événements comme étant des avancées ou des reculs. C'est extrêmement intéressant de se dire qu'il n'y a pas d'autres critères pour qualifier les événements dans le monde moderne. Cette société moderne, ça, ce sont les siècles des Lumières, et puis c'est les avancées extraordinaires de la science, de la technique, c'est la révolution industrielle. C'est le monde ouvert sur le futur, avec un optimisme d'ailleurs qui court tout au long de ces siècles, parce qu'on est certain qu'on va avancer et atteindre une sorte de but ultime qui serait synonyme de bonheur partagé, d'humanité apaisée. Enfin, toutes les tensions allaient se résoudre grâce à cette espèce de mouvement orienté vers le terme qu'est l'utopie. Eh bien, la question qui se pose à la lumière de ce basculement du passé vers le futur, comment on en est arrivé à privilégier le pur présent? C'est au fond ça la question, parce que notre monde est caractérisé par un rétrécissement constant du rapport au passé et au futur,
par la nécessité de faire face aux défis du présent. On passe de la notion de progrès, par exemple, de la tradition passée, progrès, maintenant on passe de la notion de progrès à la notion d'innovation. Comment s'expliquer que le progrès qui a toujours eu besoin d'innovation, comment expliquer qu'on soit passé à des innovations qui ne signifient aucun progrès? Il y a toujours des innovations au service du progrès, mais nous sommes entourés d'innovations qui sont des innovations pour l'innovation. Et ces innovations pour l'innovation entretiennent ce qu'on appelle le court-termisme, c'est-à-dire un rapport, l'investissement d'une certaine manière, le retour sur investissement doit devenir de plus en plus court. Et c'est l'innovation qui rend possible ce fonctionnement économique. Nous sommes pris dans cette espèce de stress permanent. On dit au chef d'entreprise, si vous n'innovez pas, vous allez mourir. Et ça, c'est nouveau et ça date de quand? Et quelles sont les raisons qui ont amené ce changement du rapport au temps? C'est la troisième configuration qu'il faut examiner. Alors, pour le dire très vite, c'est au moment où, dans la révolution industrielle, se forgeaient les premières grandes fortunes individuelles. Avant, c'était, là, dans la monarchie, ce n'était pas individuel, c'était des fortunes liées soit à la terre, soit à la place qu'on occupait dans le système féodal. Tandis que là, maintenant, il y a des bourgeois, qui sont individus, entrepreneurs, qui réalisent sont des réussites économiques, et ce qu'ils réussissent, ils veulent le transmettre à leurs enfants. Or, mettez-vous à la place des enfants de ceux qui ont réussi à accumuler un certain nombre de biens et qui promettent que dans l'avenir, ça va encore croître. Eh bien, les enfants considéreront qu'il est temps de bénéficier de la richesse accumulée. Il faut vivre le présent, parce que sinon on est dans une logique, je dirais, de transmission témoin, dans laquelle les générations à venir auront une vie meilleure que la génération qui va être au service de cette transmission. Et il y a un mouvement de révolte contre l'idée de progrès qui se répand au XIXe siècle. C'est Luc Ferry qui vient de publier, parce que c'est une de ses obsessions, et c'est un très très joli livre, il vient de publier un livre sur la notion de vie de bohème, qui a été surtout très très vivante à Paris au milieu du XIXe siècle. Ce sont les théoriciens du présentisme, c'est-à-dire qui ne s'inscrivent plus dans le projet d'un progrès qui vient de leur réussite de leur famille, et qui appartient donc à cette perspective optimiste des Lumières. Ils disent « Paradise now ». Et si je cite les étudiants californiens de 1967, je dis par là que ce sont des proto-hippies. D'ailleurs, ils s'appellent hirsutes, car quand un fils s'insurge contre l'ordre paternel, le premier geste, assez innocent encore, mais qui agace prodigieusement le père, c'est qu'il ne va plus chez le coiffeur. Il laisse pousser les cheveux. Et d'ailleurs, il y a des clubs, il y a un club que je trouve particulièrement intéressant, c'est le club des je m'en foutistes. De quoi se foutent-ils? Eh bien, du progrès. C'est-à-dire, ils ne veulent plus du tout se laisser entraîner dans cette logique qui est une sorte d'abdication de la vie présente au profit d'une vie future. Ils veulent pleinement être dans le présent. Or, comment peut-on être pleinement dans le présent? Eh bien, en affichant des ruptures avec la continuité qui va du passé au futur. Ce sont des gens qui inventent la mode. Avant eux, les vêtements étaient statutaires, fonctionnels. On portait des vêtements selon le métier qu'on exerçait, selon la position hiérarchique de la société. Or, les dandys de cette époque, les proto-hippies, inventent la mode. Et ils surprennent le bourgeois, qu'ils méprisent, par cette espèce de rupture qu'ils imposent comme une sorte
sorte d'auto-affirmation dans le pur présent. Et ce sont eux qui, pour la première fois, revendiquent les drogues. C'est exactement le même discours que 68. Et ça se ressemble à... D'ailleurs, le livre de Luc Ferry, il y a des photos de mai 68 à côté de photos de l'époque de Balzac. C'est stupéfiant, la similitude. La dégaine des gens, les revendications, la libération sexuelle, le recours à la drogue, le droit à la jouissance immédiate sans avoir à travailler pour la mériter. Tout cela se trouve donc au XIXe siècle et devient le moteur d'une croissance basée sur la consommation. Puisque la consommation, c'est la succession de plus en plus rapide de satisfactions liées à la nouveauté du produit. Moi, je dis toujours, je ne peux pas vous le développer en détail, mais je dis toujours, quand Homo, je crois que c'était Homo, a déclaré que ça lavait plus blanc que blanc, l'idée de progrès était morte. Parce qu'au-delà de plus blanc que blanc, on ne peut plus promettre quelque chose. Du coup, on vend le nouvel Homo. Et alors, c'est la nouvelle Ford Fiesta. On est habitué à ça. On ne nous dit pas que c'est mieux que ce qu'on a eu avant. On dit que c'est nouveau. Or, la nouveauté, ça c'est le geste inaugural du présentisme. La nouveauté, c'est maintenant la valeur suprême sur le marché. Or, on peut étendre cette réflexion à la manière dont vivent les jeunes, la manière dont les jeunes même sont éduqués. Parce qu'ils sont littéralement happés par la promesse d'une jouissance rapide sans qu'ils aient à payer d'abord le prix de ce plaisir. C'est même dans l'éducation, dans les manuels scolaires, tout va de plus en plus vite, et je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vous dis une chose, le génie commercial de Steve Jobs repose sur une hantise qu'il a lui-même avouée, à savoir qu'il voulait plus rapidement atteindre le but qu'il poursuivait. Donc, quand il a inventé le premier Mac avec les icônes, c'était pour qu'on puisse, par un geste rapide, obtenir l'accès à ce qu'on voulait, une information ou le moyen de communiquer. Et juste à l'iPad et à l'iPhone, il a simplement constamment rendu plus facile et plus rapide l'accès à la chose désirée, qui peut être une information, ça peut être simplement un morceau de musique téléchargé, peu importe. L'impatience comme facteur d'économie, c'est-à-dire le désir de ne pas faire d'efforts pour mériter une gratification proportionnée à l'effort, domine le monde dans lequel nous vivons. Et le seul remède que je vois, c'est ce que Thierry a tout à l'heure évoqué, à savoir prendre conscience de l'héritage du passé, s'y adosser ou s'y appuyer pour produire quelque chose qui pourrait être une nouvelle utopie, une nouvelle idée du progrès qui se mettrait à la place de cette espèce de course épuisante à la nouveauté qui conduit d'ailleurs à la substitution ou à l'obsolescence constante de tout ce que nous produisons. Si les archéologues, dans 500 ans, vont se pencher sur notre civilisation, ils ne trouveront que des décharges. Qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui n'a été capable, dans sa course folle à la jouissance, au plaisir, ce qui est quand même tout à fait légitime, mais qui n'a été capable que de produire du jetable? C'est ça, je crois, le problème central, puisqu'avec ça, on va dans le mur. L'épuisement des ressources naturelles physiques, elle prend un horizon. Si toute l'humanité va consommer comme nous avons pris le pli de consommer, eh bien, ça ira très très vite, très mal. Mais il y a une dimension qui est constamment oubliée, c'est l'épuisement des ressources naturelles psychiques, à savoir le désir. Le désir s'émousse quand les satisfactions qu'il obtient, et ça c'est le principe de la drogue, se succèdent trop rapidement et trop facilement. Nous sommes à la veille d'une épidémie de dépression. Et l'acte d'achat frénétique
et donc en fait un acte de diversion par rapport à une dépression profonde. Je veux absolument pas, je parle de ma propre épouse, quand elle va mal, elle part en ville, elle a besoin de rien, elle ne sait pas encore ce qu'elle désire, elle me dit je vais voir si je trouve quelque chose qui me distrait. Et donc elle fait des achats, elle a des chaussures dont elle n'a absolument pas besoin, mais elle se soigne comme ça. Et elle n'est pas encore vraiment déprimée. C'est une dépression endémique, vous voyez ce que je veux dire. Et donc notre économie qui roule sur le renouvellement incessant de l'incitation à consommer une nouveauté, elle est génératrice de cette épidémie de dépression contre laquelle nous devons lutter de toutes nos forces pour nous ménager un futur. Et là, je rejoins la parole de Thierry Latret. Nous devons nécessairement nous tourner vers le passé pour nous détacher du présent. Et ça vaut pour l'éducation de nos enfants scolaires, par exemple. Il faut que le passé reprenne une place dans la conscience des générations présentes. Sinon, elles n'auront pas la force de se projeter dans l'avenir. Le présent pur, dans sa répétition frénétique, ne va jamais ouvrir sur l'avenir. Bon, je vous souligne ça parce que je voudrais que vous en fassiez un peu l'objet de vos réflexions, parce que pour moi, c'est au cœur du système dans lequel nous vivons, qui n'est pas seulement économique, qui est culturel. C'est un système qui est aux prises avec des traditions culturelles qui se braquent littéralement contre cette promesse insensée de jouir sans effort. Notamment le monde islamique, jusque dans les actes de terrorisme, vit dans un refus absolu de cette espèce de frénésie de jouissance de plus en plus axée sur la pure nouveauté. Bon, ils sont traditionnalistes, les fameux salafistes par exemple, ils disent simplement il faut faire comme on a fait du temps du prophète, il ne faut pas changer. Alors que nous on propose comme plaisir suprême des changements incessants. Et, bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais paraître être un oiseau de mauvais augure. Je suis absolument convaincu qu'il y a un remède, un moyen, mais il faut partager la conviction, c'est qu'il faut nous réemparer de notre passé. Il ne faut pas qu'il devienne simplement le musée que nous visitons de temps en temps pour ensuite repartir au charbon. Il faut que le passé nous habite aussi, nous éloigne de ce présent qui nous entraîne dans la course folle, pour que nous puissions, grâce à cette distanciation, ouvrir la nouvelle distance, que c'est un avenir qui ne coïncide pas avec la nouveauté du présent qui se répète inlassablement dans l'acte de consommer. Voilà, en gros.